Bonjour, alors le cours d'aujourd'hui s'intitule Les prothèses provisoires en prothèses fixées et c'est le dernier chapitre de cours programmé en prothèses fixées unitaires esthétiques dans le module de biomatériaux et restauration unitaire esthétique. Alors après avoir vu ensemble les principes de préparation concernant la prothèse fixée unitaire, qu'elle soit métallique comme on a vu en S3 ou esthétique comme on vient de voir en S4, et afin de répondre à la logique de la demande clinique en prothèse fixée, nous arrivons à l'étape de la phase provisoire et la réalisation de la prothèse provisoire, ce qui fera l'objet de cette capsule. Alors le but principal dans cette capsule sera de vous brosser un tableau des grandes lignes théoriques afin que vous vous fassiez une idée générale sur les prothèses provisoires que je vous ferai observer à la loupe lors du cours en direct. Alors, ce cours regroupe un certain nombre d'objectifs pédagogiques auxquels nous tenterons d'y répondre au fur et à mesure que nous avançons, mais d'une façon générale, l'étudiant devra acquérir les compétences nécessaires pour la gestion de la phase provisoire en prothèse fixée, et pour cela, il lui faudra cerner les différents aspects de leurs intérêts cliniques et de maîtriser les différentes techniques de leur mise en œuvre. Et enfin, d'une façon plus spécifique, l'étudiant devra à la fin de ce cours être capable de point de vue cognitif, de définir ce que c'est que les prothèses provisoires et de définir également les qualités qui leur sont requises, d'identifier les différents matériaux utilisés pour leur conception, d'identifier les différentes indications des techniques de réalisation de ces prothèses provisoires. De point de vue moteur, c'est-à-dire savoir-faire, l'étudiant à la fin de ce cours doit être capable de réaliser des prothèses provisoires par technique directe en clinique, mais également reconnaître les étapes cliniques et de laboratoire de réalisation de ces prothèses provisoires par technique indirecte. Et enfin, de point de vue habilité affective, l'étudiant à la fin de ce cours devra être capable de partager avec le patient l'importance de cette phase transitoire et l'intérêt de la mise en place des prothèses provisoires, mais aussi de discuter avec le prothésiste du plan de traitement provisoire choisi pour une collaboration optimale. Alors, dans cette chaîne prothétique qui rassemble des étapes aussi bien cliniques que de laboratoire, pour pouvoir passer de la photo 1 qui constitue dans ce cas le motif de consultation et dans ce cas esthétique, à la photo finale où le bridge est scellé en bouche, il faudra passer par des étapes intermédiaires. Et ces étapes intermédiaires sont le diagnostic, le plan de traitement, la préparation, l'étape de la provisoire, l'empreinte de la préparation, la réalisation du modèle de travail, puis la réalisation de la prothèse définitive, l'essayage et enfin le scellement en bouche. Et toutes ces étapes sont décisives pour assurer un succès prothétique et l'obtention d'une prothèse fixée bien adaptée répondant aux différents principes fondamentaux de la prothèse fixée qu'on a déjà vus précédemment et qui sont les critères biologiques, mécaniques, esthétiques et au plus haut fonctionnels. Et aucune des étapes de la chaîne prothétique n'est à négliger puisqu'aucune n'est plus importante qu'une autre. Et la phase de temporisation est l'étape qu'on va développer dans ce cours selon le plan suivant. Donc après une introduction, on va définir ce que c'est que la prothèse provisoire, les qualités qui leur sont requises. On va passer en revue tous les intérêts cliniques des prothèses provisoires, des matériaux utilisés pour leur conception et enfin, avant de conclure, on va passer en revue toutes les techniques de réalisation des prothèses provisoires. Alors, si l'on demandait à un échantillon représentatif de médecins dentistes de qualifier les restaurations provisoires, on obtiendrait certainement des réponses contrastées comme du genre indispensable, inutile, chronophage, difficile à réaliser correctement, etc. Alors, tous ces propos peuvent laisser croire qu'il existe plusieurs raisons pour que le praticien considère cette étape comme une corvée. Pourtant, la phase provisoire est considérée comme une étape clé dans notre plan de traitement prothétique, puisqu'on ne pourrait pas concevoir notre prothèse fixée sans phase provisoire qui conditionne la réussite même de notre succès prothétique. Et c'est ce que je vais vous mettre en évidence tout au long de ce cours. Alors, dans la littérature, vous trouverez de point de vue terminologique plusieurs termes se référant à la phase provisoire et qui veulent dire sensiblement la même chose. Qui veut dire sensiblement la même chose, quelques nuances cependant de point de vue sémantique
vont se rapporter à la durée du séjour de cette prothèse provisoire en bouche et ses rôles attendus de par sa mise en place. Alors, vous trouverez plusieurs termes comme prothèse provisoire, temporaire, transitoire, intermédiaire ou d'attente, mais leur intérêt clinique ne change pas. Et le terme le plus utilisé restera la prothèse provisoire. Alors, la prothèse provisoire est définie comme étant un artifice prothétique conçu par un matériau provisoire qui est généralement de la résine et qui permet d'assurer temporairement soit le remplacement des dents absentes et ou la protection de l'organe dentaire préparé contre différentes agressions thermiques, chimiques, mécaniques ou encore bactériennes, mais aussi sa restauration. Alors, lorsque la prothèse provisoire assure le remplacement des dents absentes, elle est appelée prothèse provisoire plurale ou plurielle, ce qui ne va être traité qu'en troisième année en S5. En ce qui vous concerne, nous n'allons traiter que la prothèse provisoire unitaire permettant de protéger et ou de restaurer l'organe dentaire préparé à cet effet et de rétablir l'occlusion. Alors, les prothèses provisoires concernent les traitements prothétiques conventionnels, c'est-à-dire dentoportés, mais aussi implantoportés. Elles peuvent donc être scellées, vissées ou collées et peuvent être réalisées en clinique ou au laboratoire. Alors, d'après cette définition, on peut dire donc que les prothèses provisoires obéissent au même principe de conception et de réalisation que les prothèses définitives. La seule chose qui change et qui les différencie, c'est le matériau de constitution. La prothèse provisoire n'est certes qu'une prothèse temporaire qui n'est censée séjourner que quelques semaines en bouche, généralement, quand c'est une prothèse unitaire, mais elle doit être parfaitement biocompatible et ne présenter aucune cytotoxicité vis-à-vis des tissus biologiques, c'est-à-dire vis-à-vis de l'organe dentinopulpaire et ou parodontaux, et donc ne doit pas être une source d'irritation. Elle doit également assurer la protection des tissus dentaires résiduels contre d'éventuelles fractures, mais aussi la protection des dents pulpées contre les différentes agressions citées auparavant. Et donc la reprise d'éventuelles caries. Alors, les prothèses provisoires doivent également protéger le parodonte marginal et à chaque fois que c'est possible et que l'esthétique ne prime pas, il faudra privilégier les limites cervicales en supra-gingival. Alors, cette prothèse provisoire doit également respecter les lignes de finition ou les limites cervicales des préparations durant cette phase de temporisation, ce qui permettra d'éviter donc une réponse inflammatoire parodontale. Alors, la prothèse provisoire doit pouvoir préfigurer la prothèse définitive et pour cela, on ne peut pas passer à la prothèse définitive qu'après que le patient ait validé le projet esthétique par la restauration provisoire, de par sa forme, ses dimensions, mais aussi sa teinte, qui doivent être compatibles par rapport aux dents naturelles du patient et donc la prothèse provisoire doit assurer un parfait mimétisme. La prothèse provisoire doit être également résistante sur le plan mécanique. Elle doit aussi pouvoir reproduire l'anatomie de la dent naturelle afin de rétablir les contacts occlusaux pour redonner au patient une intercuspidie stable avec des contacts occlusaux uniformément répartis sur les deux arcades pour pouvoir retrouver une cinématique mandibulaire correcte mais aussi un confort masticatoire. Elle doit permettre l'application des règles d'hygiène bucco-dentaire de façon aisée et satisfaisante, c'est-à-dire ne doit présenter ni sous-contour ni sur-contour et si dans le cas de prothèse plurale, elle doit présenter des embrasures bien dégagées et doit être parfaitement adaptée au niveau cervical. Mais elle doit aussi présenter un poli de surface le plus lisse possible car la résine, comme vous le savez, est poreuse et donc plus rugueuse que la dent et donc la probabilité de rétention de plaques est beaucoup plus élevée. Et c'est l'un des facteurs qui détermine son court séjour en bouche. Alors, elle doit être compatible avec tous les ciments de scellement, qu'ils soient provisoires ou définitifs. Cette prothèse provisoire doit également être facile à déposer et à resceller. Elle doit être un isolant thermique. Elle doit être facile à réaliser et à réparer, c'est-à-dire à rebaser en cas de manque ou fracture. Et puis, elle doit être relativement économique vu la courte durée qu'elle va passer en bouche. Enfin, toutes ces propriétés que doivent présenter les prothèses provisoires constituent une sorte de cahier de charges exhaustif auquel elles doivent répondre. Mais malheureusement, la résine ne permettra pas de répondre à toutes ces exigences.
Et c'est ce qu'on verra au fur et à mesure qu'on avancera dans le cours. Alors, les intérêts d'ordre clinique des restaurations provisoires ne sont plus à démontrer, que ce soit sur les plans biologiques, fonctionnels, thérapeutiques, prophylactiques ou de préfiguration de la future prothèse définitive ou aussi psycho-esthétique. Alors, tous ces points que nous aborderons un à un ne vont que vous démontrer et vous permettre de répondre à la question de quelle est l'importance de réaliser des prothèses provisoires, mais aussi de comprendre pourquoi cette phase est une étape incontournable dans la longue succession de gestes thérapeutiques nécessaires pour l'obtention d'un succès prothétique. Alors, le premier intérêt d'ordre clinique est le rôle psycho-esthétique. Alors, dans le monde où le sourire, la beauté et l'apparence constituent des atouts importants de communication et d'insertion sociale, la prothèse provisoire, tout en restituant l'esthétique dentaire antérieure, permet de ne pas entraver la vie socio-professionnelle du patient durant la phase de réalisation de la prothèse d'usage. Alors, comme par exemple, dans ce cas clinique, le nouveau jeu de provisoire a permis la restauration de l'esthétique faciale antérieure, mais également la réhabilitation du sourire de la patiente qui n'avait plus confiance en elle. Mais comme à toute chose ses inconvénients, le danger de la beauté de la prothèse provisoire peut faire disparaître le patient prématurément. C'est pourquoi il est de votre rôle, en tant que praticien, de l'informer sur les inconvénients à long terme d'une prothèse provisoire et qui sont sa faible résistance mécanique, ses risques parodontaux, ses risques esthétiques de discoloration liés à la porosité du matériau provisoire qui est la résine. Alors, pendant la phase provisoire, les restaurations provisoires ont également pour mission de rétablir et ou de maintenir les principales fonctions assurées par l'appareil manducateur, afin que le patient puisse bénéficier d'un certain confort, et ce pendant tout le temps qui sera nécessaire à la réalisation de la prothèse définitive. Et les fonctions que devra assurer la prothèse provisoire sont la mastication, la phonation, la déglutition, ainsi que le maintien de l'occlusion. Pour ce qui est de la mastication, la prothèse provisoire devra faire en sorte de faire retrouver au patient une mastication harmonieuse, multidirectionnelle et bilatérale, mais aussi d'augmenter son confort masticatoire. Alors, pour l'émission des phonèmes, elle résulte entre autres des rapports privilégiés existants entre la langue, le palais, les lèvres et les dents antérieures, supérieures et inférieures, et il suffit que l'un de ces éléments soit perturbé pour que la phonation le soit aussi, et que la production des phonèmes soit perturbée également. Alors, pour éviter cela, les prothèses provisoires doivent reproduire une anatomie correcte des dents, surtout au niveau du secteur antérieur. Alors, par exemple, pour prononcer les phonèmes F et V, qu'on appelle les labiodontales ou fricatives, il faut que les dents maxillaires entrent en contact avec le bord supérieur de la lèvre inférieure de façon à l'effleurer. Ou encore, par exemple, pour prononcer les S et Z, qui sont des sibilantes, il faut que l'air puisse passer entre les bords libres des incisives supérieures et inférieures. Alors, enfin, pour ce qui est de la déglutition, la prothèse provisoire joue un rôle fondamental pour la maintenir et pour maintenir une déglutition physiologique, et ce, par le fait qu'elle va rétablir les contacts dentodentaires et donc un calage dentaire, mais aussi, elle va permettre d'améliorer le coefficient masticatoire du patient. Donc, ces facteurs permettront au mécanisme de déglutition de s'effectuer physiologiquement en évitant toute disharmonie neuromusculaire. Et enfin, le dernier rôle fonctionnel donc de la prothèse provisoire est le maintien de l'occlusion. Alors, le maintien de l'occlusion, c'est-à-dire le maintien de la dent dans l'espace, chose qui est cruciale entre le moment de la préparation, de la prise d'empreinte et celui du scellement des prothèses définitives. Et les restaurations provisoires vont permettre la stabilité des dents préparées dans les trois sens de l'espace, que ce soit dans le sens transversal, antéro-postérieur ou dans le sens vertical, pour éviter l'aversion ou l'égression des dents et donc une altération de la courbe occlusale.
Alors, dans certaines situations cliniques, la DVO du patient parfois peut être amenée à être modifiée et la prothèse provisoire aura dans ce cas un rôle thérapeutique en plus de son rôle esthétique, puisqu'elle permettra de diminuer ou au contraire, en fonction du cas, d'augmenter cette DVO et de la tester en évaluant les conséquences sur le patient avant de la stabiliser dans la position jugée correcte. Alors, le troisième rôle de la prothèse provisoire donc, est le rôle prophylactique, c'est-à-dire que la prothèse provisoire va assurer aussi bien la protection des éléments dentaires que parodontaux si les règles de conception et de réalisation de ces prothèses sont respectées. Alors, une coupe sagittale qui passe par une dent préparée sur sa couronne permet de montrer que l'adaptation doit être parfaite au niveau cervical et qu'au niveau de cette zone, il ne devrait y avoir ni surcontour ni sous-contour. Alors, ces rôles prophylactiques sont représentés par le fait qu'elles permettent, concernant les dents pulpées, la protection du complexe dentinopulpaire contre les différentes agressions, mais aussi, donc, elle va constituer un véritable cicatrisant et antalgique. Alors, ce dernier rôle est amélioré par l'utilisation de ciment d'assemblage approprié. Mais aussi, donc, l'autre rôle prophylactique, donc elle va permettre donc la protection des dents dépulpées contre les éventuelles fractures, en particulier dans le cas de parois résiduelles fines. Alors, le schéma B vous montre que si la dent reste sans provisoire, la gencive aura tendance à remonter au niveau cervical dans l'espace dévolu à la prothèse. Et le schéma A va vous démontrer qu'une prothèse provisoire défectueuse avec un sur- ou sous-contour entraînera une inflammation de point de vue parodontal. Alors, le quatrième rôle de la prothèse provisoire, donc A, donc est un rôle d'ordre thérapeutique. Alors, la prothèse provisoire a plusieurs indications d'ordre thérapeutique. Parmi ces indications sont donc les indications dans les traitements des pathologies occlusales et ou articulaires par le rétablissement d'une occlusion thérapeutique ou encore par le traitement d'un dysfonctionnement crânio-mandibulaire d'origine occlusale ou aussi par la modification d'une DVO donc jugée incorrecte, également par le rétablissement de la courbe de Spey étant un impératif physiologique doit être également un impératif prothétique, mais aussi par l'aménagement du guide antérieur. La prothèse provisoire présente aussi des indications dans les traitements parodontaux, que ce soit dans les thérapeutiques initiales, puisque par sa morphologie, elle va favoriser l'auto-nettoyage, mais également, elle va permettre une réorganisation de la gencive marginale après suppression de l'inflammation. Elle a un rôle également dans les thérapeutiques parodontales chirurgicales, dans lesquelles la mise en place de la prothèse provisoire doit précéder l'exécution de toute thérapeutique parodontale majeure, par exemple dans le cas d'élongation coronaire ou encore d'émisection ou amputation radiculaire. Alors, elle peut être aussi indiquée comme contention provisoire et elle aura pour but, entre autres, de diminuer la mobilité dentaire afin de redistribuer les forces sur l'ensemble des dents et donc augmenter la capacité de résistance du parodonte. La prothèse provisoire a aussi un rôle dans la préparation aux traitements associés qui seront plus facilement conduits par sa mise en place et elle pourra être déposée et recellée à chaque étape. Alors, dans le cas de traitement orthodontique, par exemple, comme vous voyez ici le cas devant vous, donc la prothèse provisoire a permis de reconstituer une dent délabrée, donc qui est une condition indispensable donc pour pouvoir utiliser cette dent comme moyen d'ancrage de dispositifs orthodontiques. Dans les cas de traitement pédodontique aussi, donc la temporisation au niveau postérieur se fait par l'intermédiaire de coiffes pédodontiques, soit en attendant l'édification radiculaire et ou la maturation osseuse de la dent permanente. Toujours dans les rôles thérapeutiques, donc la prothèse provisoire donc, va permettre dans les cas de traitement endodontique de faciliter la mise en place de la digue dans le cas de dents très délabrées
et assurer l'étanchéité du traitement endodontique en attendant la mise en place de la prothèse définitive. En implantologie, la prothèse provisoire doit restaurer aussi l'esthétique, surtout lorsqu'il s'agit du secteur antérieur, mais également la fonction en attendant la mise en place de la prothèse définitive. Donc, comme ce cas devant vous, donc où on a réalisé une prothèse provisoire, dans ce cas vissée, pour rétablir déjà l'esthétique dans un premier temps. Alors, la prothèse provisoire donc, est utilisée également dans les cas de prothèses adhésives ou collées, surtout au niveau du secteur antérieur lorsqu'on veut réaliser des facettes. Alors, la mise en place des restaurations provisoires est indispensable pour la validation par le patient du projet esthétique, par ce qu'on appelle des masques ou mock-up par technique directe ou indirecte, qui susciteront des réactions immédiates et ou différées de sa part. Alors, jusque-là, on a pu voir les prothèses provisoires dentoportées, unitaires, scellées, mais aussi quelques exemples de prothèses provisoires dentoportées collées et aussi dentoportées plurales dans le cas de cas cliniques complexes. Et aussi des exemples de prothèses provisoires implantoportées vissées. Alors, ces dernières, bien sûr, ne font pas partie de votre programme de deuxième année et on ne va pas les détailler. Alors, toutes ces indications ont été illustrées par des cas cliniques, donc qui vous permettront de mieux faire la liaison entre donc, le théorique et la pratique. Et enfin, donc, le dernier rôle de la prothèse provisoire, c'est la préfiguration donc, de la prothèse fixée d'usage. Alors, la prothèse d'attente constitue un guide permettant de réaliser des tests fonctionnels et esthétiques de la prothèse. Et donc, elle constitue une sorte de prototype permettant de préfigurer le résultat final, qui est bien sûr la prothèse définitive. Alors, durant cette étape, une coopération du trio patient, praticien et technicien de laboratoire est indispensable pour la réussite du traitement prothétique. Alors, on arrive maintenant aux matériaux utilisés dans la confection des prothèses provisoires. Alors, ces matériaux doivent répondre à un cahier de charges bien précis, répondant à plusieurs critères. Donc, répondant à des critères d'ordre mécanique, donc une résistance mécanique adéquate à l'usure et à la fracture, doivent répondre à des critères d'ordre esthétique. Donc, plusieurs choix doivent présenter plusieurs choix de couleurs, saturation ainsi que de teintes, mais aussi la stabilité de ces couleurs dans le temps. Donc, ce matériau doit présenter un bon état de surface avec une aptitude au polissage pour améliorer l'indice de plaque et ne doit pas présenter donc de porosité, mais aussi des critères d'ordre biologique, c'est-à-dire un minimum de relargage de monomères libres, une exothermie modérée et une contraction de prise à minima, une biocompatibilité, c'est-à-dire absence d'irritation, une bonne adaptation marginale offrant le gap marginal le plus réduit possible, mais aussi doivent présenter des critères d'ordre divers, comme par exemple une faible conductivité thermique, une compatibilité avec les autres matériaux dentaires, une facilité de mise en œuvre et d'usinage, une possibilité de modification par adjonction ou rebasage et de soustraction, et enfin un faible coût de revient. Alors, il existe plusieurs types de matériaux répondant plus ou moins à ces critères, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients, que nous développerons donc par la suite. Et puisque toutes ces propriétés n'étant pas aujourd'hui rassemblées en un même et seul matériau, le choix résidera dans le meilleur compromis possible adapté à la situation clinique. Alors, les matériaux utilisés pour la réalisation de prothèses provisoires ont sensiblement évolué depuis leur apparition. Ces matériaux sont pour la plupart des résines et c'est leur mode de polymérisation, c'est-à-dire qui va les faire passer d'un état plastique à un état dur, qui a permis de les classer en 3 catégories. En résine autopolymérisable, regroupant des résines acryliques et des résines diacryliques. Et qui dit autopolymérisable dit que leur durcissement va se faire par une réaction chimique sans faire intervenir un autre moyen pour les faire durcir. Et donc le matériau est durci uniquement par le mélange entre la poudre et un liquide.
Alors, on trouve aussi des résines photopolymérisables et thermopolymérisables regroupant des résines acryliques, polyuréthane et les polycarbonates. Alors, dans ce cas, donc, en ce qui concerne les résines photopolymérisables, donc leur durcissement est initié par la lumière, et pour les résines thermopolymérisables, leur durcissement, donc, leur durcissement est favorisé par la chaleur ou la cuisson. Alors, on trouve également donc des coiffes préformées, donc en métal ou en polycarbonate, donc les unes utilisées pour le secteur postérieur et les autres pour le secteur antérieur. Alors, les résines acryliques de type PMMA, c'est-à-dire c'est-à-dire polyméthacrylate de méthyle, furent les premiers matériaux à être utilisés pour la confection de prothèses provisoires, et ce depuis les années 40, et sont obtenus grâce à un mélange de poudre dont le polymère de base est le polyméthacrylate de méthyle, PMM, et le liquide dont le monomère est l'acide méthacrylate de méthyle. Alors, les résines acryliques autopolymérisables restent les produits les plus utilisés, et le meilleur produit qu'il existe sur le marché, c'est l'Unifast de GC que vous voyez devant vous sur la photo, mais il y en a d'autres, comme par exemple Tab de Kerr. Alors, au laboratoire, les résines acryliques peuvent être thermopolymérisées, ce qui les rend plus compactes et plus résistantes. Elles peuvent alors être rebasées en clinique, c'est-à-dire en bouche, par les résines acryliques autopolymérisables, notamment le PMMA. Alors, ou encore, ces résines peuvent être photopolymérisables. Il s'agit également d'un mélange de poudre et de liquide auquel il a été ajouté une molécule qu'on appelle la confroquinone, qui va initier la réaction de prise lors de la photopolymérisation. Alors, les avantages de ces matériaux photopolymérisables sont qu'en phase plastique, l'élimination des excès se fait de façon aisée et le rebasage est facile pour obtenir des limites cervicales très précises. L'exothermie de prise et le relargage des monomères libres lors de la prise sont moins importants que pour les résines autopolymérisables. Mais il n'y a pas de différence notable au niveau esthétique entre ces résines photopolymérisables et autopolymérisables. Alors, leur simplicité d'utilisation pour les techniques directes, leur facilité de rebasage, leur bon état de surface après un bon polissage, leur solidité, leur qualité optique, bien que restreinte parce qu'elles n'offrent que deux teintes A2 et A3, et leur faible coût font des résines acryliques autopolymérisables PMMA un produit avec un bon rapport qualité-prix et donc l'une des résines les plus utilisées, et font d'elle l'une des résines les plus utilisées. Cependant, ces produits présentent plusieurs inconvénients et qui sont importants à connaître pour essayer de les contrer. Alors, la présence d'une exothermie de prise peut entraîner une agression du complexe dentinopulpaire, puisque la provisoire est réalisée en bouche. Donc, certaines précautions sont à prendre. Par exemple, avant sa mise en place, donc on peut appliquer un vernis protecteur donc sur l'organe dentaire. On peut également enlever la restauration qui est exécutée directement en bouche avant que la résine n'ait atteint son pic exothermique, puis la remettre juste après tout en maintenant un jet d'eau sur la prothèse provisoire pour la faire refroidir rapidement, et aussi éviter de laisser la prothèse provisoire sur la dent sans réaliser de petits mouvements d'insertion-désinsertion avant la prise, car sinon vous aurez du mal à l'enlever vu qu'une rétraction de prise se produit et qui se traduit par une contraction sur le plan moléculaire. Alors, d'autres matériaux existent aussi. Donc, dans les résines autopolymérisables, ce sont les ciments à base de résine. Et donc, ce sont les composites. Ils sont apparus dans les années 80, présentant donc une nouvelle molécule qui est la bis-GMA. Alors, ces matériaux étaient à l'origine mélangés par le praticien, mais il existe maintenant des cartouches automélangeuses permettant une meilleure préparation, comme vous pouvez le constater sur la photo, et aussi l'utilisation sera plus ergonomique.
Alors, parmi leurs principaux avantages, c'est l'exothermie de prise qui est modérée et donc, permettant leur utilisation dans la plupart des situations cliniques, même donc, en ce qui concerne leur utilisation pour les dents pulpées. Ces produits ont une meilleure stabilité dimensionnelle. Leur rendu esthétique et l'état de surface sont supérieurs par rapport aux résines conventionnelles de métacrylate et ces matériaux à base de résine composite sont intéressants, par exemple en cas de patients très exigeants de point de vue esthétique car ils se présentent sous plusieurs teintes. Cependant, leurs principaux inconvénients résident dans le fait que leur usage est plus délicat et le rebasage en cas de fracture ou de manque s'avère plus complexe, car il ne peut s'effectuer qu'après un traitement de surface par sablage, afin d'obtenir une meilleure cohésion possible entre les deux matériaux, c'est-à-dire le matériau de la provisoire et le produit de rebasage. Et généralement, c'est le composite flow ou fluide qui permet de pallier facilement à des manques éventuels et donc de réaliser ces rebasages. Alors, ces résines, donc ces ciments à base de résine, donc sont plus chers que les résines métacrylates et donc les privilégier pour des restaurations au niveau du secteur antérieur. Bien, on arrive maintenant à la deuxième grande partie de ce cours qui va traiter des techniques de réalisation des prothèses provisoires, mais aussi du fait de connaître leurs principales indications et limites afin de choisir la technique de réalisation la plus adaptée et la plus appropriée par rapport à la situation clinique en question. Alors, de nombreux procédés et de nombreuses techniques sont à la disposition du praticien pour réaliser une prothèse provisoire et les facteurs suivants, comme l'importance du délabrement, la durée du traitement provisoire, la fonction demandée à l'élément prothétique ainsi que l'incidence esthétique interviennent dans le choix de la technique de réalisation. Alors, on peut distinguer entre deux principales techniques. Alors, les techniques directes, dans ce cas, la réalisation de la prothèse provisoire s'effectue directement en bouche et entièrement en clinique et elle se fait en une seule séance, ne nécessitant pas le passage par le laboratoire et donc ne nécessitant pas la réalisation d'empreintes ou de modèles de diagnostic. Et les techniques indirectes, ce sont des techniques qui font intervenir le laboratoire et donc le passage par une prise d'empreinte et la réalisation d'un modèle de diagnostic. Mais on trouve ici une petite variante. Alors si par exemple le cabinet dentaire possède un laboratoire en intramuros, la prothèse provisoire sera réalisée sur le champ et le patient sortira avec sa provisoire, dans ce cas, dans la même séance. Et on parlera de technique semi-directe. Sinon, si la provisoire se fait en deux séances, car l'empreinte nécessitera d'être envoyée à un laboratoire, et bien, donc ces techniques, donc on les appellera des techniques indirectes. Alors, il existe 4 techniques directes qui peuvent être utilisées en clinique et ce sont l'automoulage direct, la bloc technique, la technique de la facette, mais également la technique des couronnes préfabriquées. Alors, premièrement, en ce qui concerne l'automoulage direct, c'est la technique la plus simple à réaliser. Elle consiste à prendre comme référence la situation initiale du patient et à l'utiliser comme moule. Alors, le principe repose sur la réalisation d'une empreinte ou clé en silicone de la dent concernée directement en bouche avant sa réduction. Puis, cette clé sera chargée secondairement de résine et puis l'ensemble est repositionné sur l'arcade. Cette technique est généralement indiquée pour des dents surtout au niveau du secteur postérieur, intactes ou très faiblement délabrées, reconstituées in situ par un matériau provisoire. Alors, cette technique a l'avantage d'être rapide d'exécution, de permettre un renouvellement rapide en cours de traitement si la prothèse provisoire devait être refaite à condition de la conservation de la clé en silicone, et enfin de reproduire fidèlement la morphologie dentaire. Cependant, ses principaux inconvénients sont l'absence de visibilité lors de la mise en place de l'empreinte chargée de résine, et la prise de résine s'effectue en bouche avec toutes les conséquences que cela pourrait entraîner sur les tissus biologiques.
La deuxième technique directe donc, est la bloc technique ou technique du bloc de résine. Alors son principe repose sur la réalisation d'une boule de résine en phase plastique et à l'appliquer sur la dent préparée, puis à enregistrer avant sa désinsertion les rapports au plus haut. Alors cette boulette va effectuer sa prise en occlusion. Et puis, une sculpture anatomique de la prothèse provisoire est réalisée par le praticien. Alors, les indications de cette technique sont limitées à la dent unitaire postérieure, dont les références anatomiques sont perdues. Cependant, du fait de l'imprécision anatomique de cette technique, elle ne trouve sa place généralement que dans les traitements d'urgence, par exemple dans le cas de couronnes perdues, de dents fracturées, etc. Alors, c'est une technique qui nécessite un temps de travail long sur fauteuil, une parfaite connaissance de la part du praticien de l'anatomie dentaire et ne peut être appliquée que pour des restaurations unitaires ou pour de petits bridges. Alors, la troisième technique est la technique de la facette. Alors, son principe repose sur l'utilisation de dents de prothèse adjointe qu'on va évider et ajuster au niveau cervical, puis à compléter la morphologie de la dent par la résine. Elle est essentiellement indiquée pour des restaurations provisoires au niveau du secteur antérieur et le résultat esthétique est nettement meilleur par rapport aux techniques précédentes. Mais son principal inconvénient est qu'elle est relativement onéreuse par rapport aux autres et suppose la disponibilité au cabinet dentaire de plusieurs jeux de farcis antérieurs, de dents de prothèse adjointe, de différentes teintes, dimensions et formes. Puis, donc, les dernières techniques directes des prothèses provisoires sont les couronnes préfabriquées. Alors, il faut savoir qu'il existe sur le marché différents types de couronnes préformées ou préfabriquées, ou ce qu'on appelle aussi préformes. Alors, ces dernières sont organisées dans des coffrets contenant des barrettes d'échantillons de différentes tailles d'un même type de dent. Alors, la technique consiste à adapter une dent préfabriquée aux conditions de forme et de fonction adéquates lors d'une situation clinique particulière. Alors, on trouve des couronnes préformées en métal. Donc, ce sont des coiffes choisies en fonction du diamètre mésio-distal de la dent, préparées, et dans le principe est de les garnir de résine. Alors, après l'ajustage de cette coiffe aux limites de la dent préparée, la coque peut être conservée ou non. Alors, ce type de couronne en métal est strictement réservé pour le secteur postérieur et trouve sa principale indication en pédodontie pour la réalisation de coiffes pédodontiques en attendant la maturation de la dent permanente. Alors, d'autres couronnes préformées en polycarbonate existent également et elles sont réservées essentiellement au niveau du secteur antérieur et permettent la restauration donc par prothèse provisoire des incisives centrales au deuxième prémolaire. Alors, d'autres couronnes préfabriquées en résine photopolymérisable en bisacrylate ont fait leur apparition récemment sur le marché, comme le ProTemp Crown de 3M. Et dans ce cas, les limites cervicales seront reprécisées avec une résine fluide chémopolymérisable ou avec un composite fluide photopolymérisable. Alors, l'avantage principal de ces dents préformées est leur rapidité de mise en œuvre et sont indiquées essentiellement pour des restaurations unitaires, surtout pour des dents très délabrées. En revanche, elles ne permettent pas de restauration pleurale solidarisée. Alors, pour résumer, je vous ai dressé un tableau récapitulatif de toutes les techniques directes avec chaque technique présentant des avantages et des limites, et le choix de l'une ou de l'autre dépendra de la situation clinique à laquelle fait face le praticien. Alors, après le choix de la technique, toutes les étapes qui suivent, et ce depuis la préparation dentaire et la réalisation de cette provisoire jusqu'à son scellement, sont les mêmes et consistent en une décortication de la prothèse provisoire, rebasage en cas de manque, sculpture, puis à un contrôle de l'occlusion avant le scellement. Et ces techniques directes sont dites techniques d'urgence. Maintenant,
Contrairement à ces techniques directes, d'autres types de techniques peuvent être donc réalisées pour la conception des prothèses provisoires, et ce sont les techniques indirectes et sont représentées principalement par l'automoulage indirect, donc dont la technique de Morera est une variante, et aussi par la technique des coquilles, dont la technique de Bory en est également une variante. Alors, ce type de technique nécessite 2 séances cliniques séparées par une étape intermédiaire qui est l'étape de laboratoire. Alors, dans ce type de technique, on fait généralement appel à ce type de technique lorsque la situation clinique nécessite des modèles de diagnostic ou des modèles corrigés. Alors, la première technique est la technique d'automoulage indirect. Alors, cette technique nécessite la réalisation d'un modèle de diagnostic et la réalisation des prothèses provisoires peut se faire selon 2 cas de figure. Soit par l'intermédiaire d'une clé en silicone qui a été réalisée sur le modèle de diagnostic et qui sera garnie par de la résine, puis insertion de l'ensemble clé plus résine en bouche. Alors, le deuxième cas de figure, c'est la réalisation de cet automoulage indirect par la gouttière transparente. Alors, la réalisation de cette gouttière transparente va se faire selon le procédé qu'on appelle le procédé d'Omnivac ou le procédé d'Hellman. Alors, le principe de cette technique est la réalisation d'un second modèle issu de l'empreinte du premier modèle corrigé. Et sur ce deuxième modèle en plâtre, une gouttière transparente thermoformée est réalisée selon les procédés que j'ai cités auparavant. Puis cette gouttière sera chargée de résine au niveau des dents concernées, puis mise en bouche. Alors l'avantage de la gouttière transparente est d'assurer une meilleure mise en place et un meilleur contrôle de la répartition du matériau grâce à la visibilité qu'elle offre aux praticiens. Cependant, il existe d'autres variantes de la technique d'automoulage indirect et qui sont donc la technique de Morera ou technique d'Omnivac modifiée. Alors ces techniques concernent plutôt les restaurations provisoires plurales en cas de cas complexes. Alors deuxième type de technique indirecte pour la réalisation de provisoires, c'est la technique des coquilles. Alors, ce deuxième type de technique consiste à une simple mise de dépouille par le prothésiste des préparations sur le modèle de travail, sur lesquelles le technicien va confectionner des coquilles en résine thermopolymérisable cuite qui seront rebasées secondairement en clinique après préparation dentaire par le praticien. Alors, cette technique est plutôt réservée à la réalisation de prothèses provisoires plurales, mais aussi pour des reconstitutions unitaires de longue durée et exigeant de l'esthétique. Alors, de nombreuses autres techniques ont été décrites et qui sont plus indiquées pour la prothèse plurale que pour la prothèse unitaire. Et on peut citer la technique de Bory. Alors, le tableau devant vous résume les différents avantages et inconvénients de chaque type de technique indirecte. Et ce sont des éléments à prendre en considération lors du choix de la technique en fonction de la situation clinique. Alors, la résine peut parfois se fracturer sous l'effet des forces masticatoires, surtout au niveau des bridges. Ainsi, il est parfaitement recommandé de renforcer ces prothèses provisoires. Et différentes techniques de renforcement existent, soit par exemple par des fibres de Kevlar ou de verre, ou bien par exemple par la confection d'armatures métalliques. Alors, leur but n'est pas de prévenir les fractures, mais plutôt d'éviter la dislocation complète des deux fragments et parfois leur perte, et également de faciliter la réparation du bridge. Alors, au laboratoire, un maquillage peut être réalisé au niveau des prothèses provisoires pour des patients très exigeants sur le plan esthétique, mais en général, si c'est le cas, l'indication de la technique de prothèse provisoire par facette sera la plus envisageable.
Alors, après avoir brossé de façon sommaire les différents objectifs pédagogiques de ce cours, je vais conclure en vous recommandant d'intégrer la phase provisoire dans votre projet thérapeutique et votre plan de traitement prothétique. Alors, cette phase provisoire ne constitue pas juste une simple étape temporaire, mais une étape à part entière du traitement prothétique, puisqu'elle conditionne le résultat définitif et par conséquent le succès prothétique. Alors, les intérêts d'ordre clinique et thérapeutique des prothèses provisoires ne sont plus à démontrer. Les restaurations provisoires ne se distinguent des prothèses définitives que par la nature du matériau employé, car les principes qui régissent leur construction sont identiques. Alors, l'existence de plusieurs techniques de réalisation des restaurations provisoires et la non-maîtrise de ces dernières peuvent compliquer effectivement le choix de la technique à entreprendre par le praticien et transformer cette étape en une véritable corvée. Et c'est de cette idée que prend forme le challenge de ce cours, où j'ai essayé de vous les simplifier au maximum possible afin de transformer la corvée en un plaisir dont l'objectif de premier ordre sera de rendre au patient son sourire et où sa fonction déjà que par l'intermédiaire de cette réhabilitation provisoire. Alors, le choix de la technique sera orienté par plusieurs paramètres, dont la situation clinique, la compétence et les habitudes des opérateurs, c'est-à-dire praticiens et prothésistes dans telle ou telle technique, de la durée qu'elle aura à passer en bouche et de ce que l'on attend de cette réhabilitation provisoire. Et enfin, ne pas avoir recours à cette étape transitoire et intermédiaire lors de notre traitement prothétique ne peut que compromettre sa réussite. Alors, je vous ai dressé une liste non exhaustive, bien sûr, donc sur plusieurs références bibliographiques que vous pourrez consulter pour approfondir les connaissances théoriques de base traitées tout au long de ce cours, d'accord, et que je vous recommande vivement de consulter. Alors, d'ici notre prochaine rencontre, j'espère vous retrouver en très bonne santé. Et si vous avez des questions, donc je les attends sur le forum de discussion. Merci de votre attention.